Il est 20h et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros avec Nathan Dever qui a gravé son nom derrière sur le siège. Merci Nathan d'être avec nous. Exactement. Bonsoir Elliot. Je ne l'ai pas perdu. Hein. Non, vous l'avez Votre roman qui sortira le 17 août. Je vais le répéter, ça va être le gimmick de l'été. Les liens artificiels. Et le 17, on aura le droit d'en parler. Avec plaisir. Pour l'instant, j'ai le droit de le lire. Oui, seulement de le lire, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Oui. Mais on peut l'acheter. De l'aimer ou de ne pas l'aimer, c'est à votre guise. Il est formidable. Voilà. Maxime Thiebaud, vous allez bien? Bonsoir, très bien. Bonsoir, mais j'arrive pas à acheter son livre. J'ai essayé et ça marche pas. Là, ça ne marche pas. Attendez le 17 août. Si vous arrivez à l'acheter avant le 17 août, c'est que vous êtes fait berner. Je pense que j'ai un C'est bon qu'il y a un copain, marché là. noir. Il y a un loup. Il y a un loup. Contrefaçon. Il est Il y a un loup. Paul Melun, comment allez-vous? Bonsoir Elliot, ça va très bien. Et Bon, vous? le week-end avec Nathan Dever était agréable. Fructueux, intellectuellement très riche, comme toujours avec Nathan. Pierre-Marie Sèvres, bonsoir, rebonsoir, vous étiez là hier. Absolument. Et comme vous adorez être sur ce plateau et que c'est partagé, J'adore. on vous a proposé de revenir. Il y a énormément de choses à traiter ce soir dans l'actualité. On va revenir évidemment séquence par séquence, parce qu'on a de nombreux témoignages à la guillotière. Mais je voulais commencer, notre fausse ouverture, par ces photos. Je ne sais pas si vous avez vu. Volodymyr Zelensky qui a posé pour Vogue avec sa femme. Et ça fait polémique. C'est-à-dire que certains disent, mais attendez, le président ukrainien en pleine guerre, ça fait 5 mois qu'il y a la guerre, il pose avec sa femme, il prend le temps d'être avec sa compagne. On va voir les photos dans un instant, on fait un point sur l'actu puisqu'il est 20h, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Un pompier volontaire soupçonné d'être un pyromane en garde à vue. Il fait l'objet d'une enquête relative à 8 départs de feu dans l'Hérault, mais sans lien avec l'important incendie qui s'est déclenché hier dans le département. Son véhicule a été repéré à plusieurs reprises dans une commune où des départs de feu ont été constatés quelques instants plus tard. Joe Biden testé négatif au Covid-19 après 5 jours de confinement. Il a reçu un traitement contre la maladie et peut désormais sortir de son isolement. Vacciné, le président américain a été traité au Paxlovid, une pilule anti-Covid de Pfizer. Il continuera tout de même à porter un masque pendant 10 jours en présence d'autres personnes. Euro féminin de football, les Bleus à une marche de Wembley. L'équipe de France menée par Wendy Renard part à l'assaut d'une Allemagne multititrée. Un match à suivre ce soir à 21h en direct sur Canal+. Corinne Diacre a reconduit le 11 de départ aligné au match précédent contre les Pays-Bas. L'équipe victorieuse affrontera l'Angleterre en finale dimanche. Avant de commencer, pronostic France-Allemagne à suivre sur Canal. Pronostic. Écoutez, je vais pas dire la Non, allez. Oui, mais la France, le score. On va voir si vous êtes bon. Je vais dire un truc absurde, je vais dire 18-0. Oh non. C'est pas si absurde. Mais je vous fais plaisir. Non, vous ne faites pas vraiment, vous faites plaisir à personne. Maxime Thiebaud. Allez, 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Paul Melun. 3-0 pour la France. 3-0 pour la France, comme si c'était le Brésil. Moi, j'irai pas à 18, mais je pense, vu le niveau des gardiens de but au football féminin, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Et tant mieux pour le spectacle, finalement. Donc je dirais, allez, 6-4. 6-4, c'est bien, c'est bien. On a deux personnes censées sur le plateau et 2 personnes Vous insensées. imaginez s'il y a 18-0? Mais écoutez, s'il y a demain, ça sera un 18-0, s'il y a 18-0, je fais l'émission avec la cravate sur la tête. Oh, j'ai C'est clair envie que ce soit 18-0. Voilà. 18-0 et je mets la cravate sur la tête. Vraiment. Voilà. Moi, je vais dire victoire de la France. Ouais. 1-0. Oh. Plat du pied, sécurité. Vous vous mouillez pas trop, hein, Elliot. Volodymyr Zelensky. Regardons ces photos et ces clichés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Zelenska sont apparus le 26 juillet en couverture numérique de l'édition américaine du magazine Vogue. Sur les photos, le couple pose main dans la main et enlacé dans le palais présidentiel. Vous avez également les photos de sa compagne que vous découvrez à l'antenne. Olena Zelensky apparaît à l'aéroport d'Antonov devant les restes d'un avion détruit, cheveux en arrière et regard au loin entouré de femmes soldats. Très rapidement, c'est notre fausse ouverture. Est-ce que ces clichés vous étonnent? Je le répète, on est à 5 mois depuis le début du conflit et de l'invasion russe. Et c'est vrai que, notamment sur les réseaux sociaux, ça fait polémique. Nathan Dever. Alors moi, il ne m'étonne pas du tout parce qu'il ne faut pas se méprendre. Un magazine comme Vogue, il va choisir de prendre des gens en une qui sont des gens qui ont réussi dans la communication. Et on voit bien que dans cette guerre russo-ukrainienne, sur le plan de la guerre non pas militaire mais la guerre de la communication, celle du marketing, etc., le couple Zelensky et le président Zelensky en particulier a gagné la guerre. Alors qu'au début, En tout cas. il était 1000 fois moins célèbre que Vladimir Poutine, il était moins bien connu notamment de l'Europe, et il a réussi à gagner pour une raison très simple, c'est qu'il a incarné
l'esprit de la résistance de son peuple. Il n'a pas incarné que lui-même. S'il avait incarné que lui-même, ce monsieur, personne ne se serait intéressé à lui. Il a réussi à incarner et même à performer de manière performative son peuple. C'est-à-dire que quand lui s'est dressé pour résister à la Russie, son peuple s'est levé. Alors, elle témoigne auprès de Vogue des 5 mois de guerre depuis l'invasion russe le 24 février dernier, je le disais. Ces derniers mois, voilà ce qu'elle dit, ont été les pires de ma vie et les pires de la vie de tous les Ukrainiens. Attendre avec impatience la victoire et n'avoir aucun doute sur le fait que l'Ukraine va l'emporter. Vous êtes étonné par ces clichés, Maxime Thiebaud? Je les apprécie moyennement. Je trouve qu'ils ressemblent à une sorte de série ratée. Je trouve ça quand même particulièrement choquant de s'afficher de cette manière alors que vous avez des jeunes Ukrainiens qui meurent sur le terrain ukrainien pour sauver leur pays. Je trouve qu'il y a une certaine indécence, sincèrement. En dehors du fait qu'il ait gagné sur le plan de la communication, etc., on sait que c'est un très bon acteur, parce que c'était un acteur avant d'être un homme politique. Mais là, je trouve ça d'une certaine indécence, sincèrement. Indécent, Paul Melun. Je suis assez d'accord avec cette analyse. J'ajouterai un autre élément qui peut peut-être éclairer nos téléspectateurs sur le choix de la couverture de Vogue, c'est que Vogue, effectivement, est un magazine américain et que Volodymyr Zelensky est une égérie et qu'il est l'égérie de l'Occident. Il est l'égérie qui s'est choisi le monde de l'Ouest face à M. Poutine. Par conséquent, les canaux de communication de l'Occident, M. Zelensky, il a table ouverte auprès des canaux de communication de l'Occident. Alors, on peut le déplorer ou non. En tout cas, il utilise, si vous voulez, comme le rappelait Nathan, il utilise les canaux de communication parce qu'effectivement aussi, il est en difficulté à certains égards, je trouve, sur le plan militaire. Et donc, il utilise toutes les armes qui sont les siennes. Et bon, alors après, c'est plutôt légitime. Maintenant, il ne faut pas être dupe, si vous voulez, du fait qu'il est le bras armé aussi de la communication nord-américaine. Pierre-Marie Sève, on termine le tour de table. Étonné, choqué, est-ce que c'est indécent ou non? Est-ce que c'est une bonne communication du côté du président ukrainien? Moi, sur le principe qu'il se mette en scène et qu'il incarne peut-être un esprit de résistance, etc., j'ai aucun problème. On peut considérer qu'on peut aller trop loin, hein, tout en restant dans le principe, on peut aller trop loin. Peut-être qu'il allait trop loin cette fois-ci. Mais j'aimerais juste ajouter une chose. Je pense qu'il a gagné la guerre de communication, mais c'est important de se dire qu'il l'a gagné en Occident. Moi, j'ai des amis, j'ai notamment une amie en Russie que je connais de longue date. Quand je lui écris, elle n'a pas du tout le même son de cloche que nous, à peu près tous les étages. Donc, et je pense que c'est vrai de la Russie, mais comme ça doit être vrai certainement en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et donc, vous savez, pas certain. Allez, Nathan, très vite. Une chose très rapidement. Oui. J'ai appris récemment, vous savez, le général Churchill, quand il a reçu le général de Gaulle à Londres, en 1940, vous savez ce qu'il a exigé de lui? Demander à De Gaulle de faire des photos pour la presse People. Exactement, pour la presse People. Et De Gaulle n'était pas content. Peut-être que Zelensky on n'est le pas voit content. sur les photos d'ailleurs. Exactement, et il les prend les photos avec sa femme et il n'est pas content du tout. Devant le piano. Vous allez quand même Nathan pas comparer De Devers. Gaulle à Zelensky. Bah pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Alors là, pour le non, comparaison n'est pas raison, mais effectivement, si on peut le comparer, c'est avec les hommes qui ont résisté. Plus à l'aise devant les objectifs que n'était le général de Gaulle et que M. Zelensky, à mon avis, est beaucoup plus, si vous voulez, partie prenante de ce type. Avançons. En tous les cas, Nathan Devers, sachez que vous êtes tellement plus pertinent sur la géopolitique, sur la politique intérieure, sur les faits de société, sur la philosophie que sur le football. Le 18-0 France-Allemagne, je l'ai encore là. Et vous verrez, hein, peut-être que... La Guillotière, à présent. Une semaine, jour pour jour, après les agressions des policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, les témoignages se multiplient. Et vraiment, je remercie les équipes qui sont sur le terrain, parce que ce que vous allez entendre ce soir est saisissant. On a volontairement récupéré, donc il y a eu des dizaines de témoignages, les plus forts de la journée. Et en fait, la situation à la Guillotière, et on le répète, elle ne date pas d'il y a une semaine. Le gouvernement se réveille aujourd'hui, mais ça fait des mois que ça dure, ça fait des années que ça dure. Et ce quartier, qui est donc en plein cœur de Lyon, a basculé dans la délinquance. Et les premières victimes, et c'est à elles qu'il faut penser bien évidemment, ce sont les habitants de ces quartiers, qui ne peuvent pas partir faute de moyens et qui subissent cette délinquance au quotidien. On sera dans un instant avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, qui sont sur le terrain pour CNews. Et je dis d'ailleurs, il faut saluer les équipes qui sont sur le terrain pour CNews à la Guillotière, mais saluons également les personnes qui sont sur le terrain en ce moment sur les incendies, que ce soit en Gironde ou dans l'Hérault. Le témoignage, premier témoignage, Florence, en un an, elle a été agressée 2 fois. Ça fait 10 ans qu'elle habite là-bas. Elle n'avait jamais vécu une telle situation. Regardez. Je m'étais jamais fait agresser et là c'est pareil, en un an je me suis fait agresser 2 fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur. Heureusement j'ai des copains qui ont des bars et je me suis réfugiée là-bas. Mais
Ouais, c'est la première fois que j'ai une bombe à poivre sur moi, alors que je suis pas du tout adepte de ça. Et j'ai jamais eu peur en 10 ans. Alors vous pouvez vous dire, on peut rien faire. Sauf que vous allez entendre cet habitant qui s'appelle Enzo. Et il vous explique qu'il y a 2 guillotières. Quand il y a les forces de l'ordre et quand elles ne sont pas là. Ça paraît évident, presque du bon sens, mais voilà ce qu'il se passe et c'est réel. Écoutez. Par exemple, ce soir, où il y avait beaucoup de camions de police, etc., vous avez vu la place, il n'y a personne, elle est propre, il n'y a rien. Dès que les camions de police partent, etc., là, ça redevient la vraie guillotière, on va dire. Il faut s'habituer aux sirènes de flics la soirée, toute la nuit. Il faut s'habituer à ce que ça crie « aha » toute la nuit dans la rue. C'est les gens qui zonent les T-Max, toutes ces choses-là. Il faut être habitué au bruit, au fait que ça crie, etc. Et on va aller sur le terrain avant de commencer le débat, mais ces témoignages sont forts, très forts. Et on se rend compte, c'est pour ça que nous, effectivement, on est privilégiés sur le plateau. On ne vit pas cette situation-là. Et on se demande ce que fait l'État pour sauver et aider ces personnes-là. Jeanne Cancard, merci d'être avec nous. Vous qui êtes sur le terrain, racontez-nous ce que vous vivez depuis maintenant 48 heures. Et ce qui marque avant tout, évidemment, vous l'avez dit, vous l'avez entendu dans les sons, c'est la forte présence policière. Une présence policière qui a après doublé, c'est ce que nous disent les habitants, en tout cas de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent depuis une semaine, jour pour jour, puisque c'était mercredi dernier que les 3 policiers se sont fait agresser, prendre à partie par plusieurs dizaines de personnes ici sur cette place. Alors nous, ce qui nous a aussi frappé, c'est le nombre d'arrestations, le nombre de contrôles qui a lieu au quotidien ici sur cette place. C'est-à-dire que les policiers, ils nous l'expliquent, nous on passe notre journée à contrôler, on contrôle l'identité, on interpelle parfois soit quand on prend en flagrant délit, soit quand on suspecte, quand on fouille et quand on trouve de la marchandise. La marchandise, c'est de la plupart du temps des cigarettes. Alors souvent, ils sont amenés au poste. Et puis ce qui nous a évidemment marqué, c'est le témoignage des policiers qu'on a pu recueillir, qui nous expliquent qu'ils essaient de tenir, ils tiennent bon, ils veulent faire leur métier, mais que forcément, parfois, ils se sentent un petit peu abandonnés, puisqu'ils ont l'impression de toujours récupérer les mêmes délinquants, des jeunes ou parfois des moins jeunes, des étrangers, parfois des non-étrangers. Et c'est un peu le sentiment qu'il y a aussi de la part des commerçants et des riverains qui nous disent... Parfois, on les connaît depuis qu'ils sont tout petits, ces jeunes. On les a vus grandir, donc on reconnaît leur tête. Et puis c'est vrai que parfois, on les revoit au bout de 2 jours. Il y en a avec qui ça se passe bien, il y en a avec qui il y a une forme de respect, comme de règles non écrites. Où, voilà, vous êtes un habitant, on ne vous embête pas. Et d'autres avec qui c'est plus compliqué. Alors évidemment, c'est aussi un lieu touristique, puisqu'on n'est pas loin de la place Bellecour, place très prisée par les touristes. Donc ils passent aussi par là. Eux, ils ne le savent pas. Et c'est là, souvent, ce sont eux, souvent, ceux qui peuvent être victimes des vols à l'arraché. Puis enfin, ce qui nous a évidemment aussi marqué, c'est de voir combien il y a certains habitants qui aiment leur quartier, qui veulent se battre, mais ils nous disent pour se battre, on ne peut pas se battre seul, puisque manifester, parler dans les médias, c'est pas suffisant. Donc on a besoin des pouvoirs publics pour ça, et on a besoin de renforts policiers de façon permanente. Merci Jeanne, et merci pour vos témoignages, et merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Une dernière réaction, celle de Jordan Bardella ce matin, qui était sur notre plateau, et il a eu cette phrase choc. Il dit la guillotière, c'est le futur de la France. On l'écoute, et ensuite on en parle. Regardez la guillotière, c'est le futur de la France si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Ce qui se passe à la guillotière, où les commerçants nous l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont dit, on est obligé de fermer plus tôt. On est obligé, un commerçant m'a dit, de s'appliquer des couvre-feux parce que la sécurité de nos clients et celle de nos employés n'est plus assurée la nuit tombée. Parce que les femmes ne sortent plus le soir, parce qu'elles savent qu'elles sont harcelées, parce que les parents ne laissent plus sortir leurs enfants. Ça, c'est l'image de la France dans quelques années si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Est-ce que le futur de la France, c'est la guillotière? Paul Melun. En tout cas, nous assistons, à n'en pas douter, à une multiplication, c'est incontestable, tous les chiffres le disent, ces dernières décennies, de quartiers similaires à la guillotière. La Guillotière est un quartier qui est à proximité de la place Bellecour. On a la carte, justement. Et Jeanne Cancard l'expliquait très justement. Et effectivement, ce qui est assez inédit, mais vous avez la même chose à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, effectivement à Lyon, où vous avez des... On voit donc, c'est en plein cœur de la ville. C'est pour ça que je trouve que la carte est intéressante. C'est pour ça que c'est différent quand même de Paris. Vous n'avez pas ces quartiers ultra violents, ultra délinquants au niveau... La colline du Crac, à Barbès, non mais c'est le 19e, c'est la périphérie de Paris. Là vous êtes en plein cœur. Non, vous êtes quand même dans... la place Bellecour, c'est à 5 minutes. Non, on est quand même en intramuros. Vous auriez dit, il y a 20 ou 30 ans, à des gens, aux mêmes commentateurs que nous sommes et analystes que nous sommes, vous nous auriez dit il y a 20 ou 30 ans que dans les villes, à
l'intérieur des villes, il y aurait ce type de violence, ce type d'enclave, ce type quasiment de guérilla urbaine, mais personne ne y aurait cru. Mais là où je vous rejoins, et j'ai peut-être dit une erreur, parce que vous allez aux Halles, pour ceux qui connaissent Paris, vous allez à Châtelet-les Halles à minuit, vous êtes une femme, vous n'êtes pas sereine. Vous allez à Nîmes. À Nîmes, le centre-ville exceptionnel. Vous prenez la voiture, vous faites 5 minutes de voiture, c'est un tout autre sujet. Je connais très bien Bordeaux, face au Grand Théâtre à Bordeaux, sur la place de la Comédie, qui est une des plus belles places de France, qui est magnifique. Vous avez un hôtel 5 étoiles en face, le Grand Théâtre. Passer une certaine heure, c'est la débandade, c'est la pagaille. Donc la Guillotière, pardonnez-moi, la Guillotière, c'est le présent de la France. C'est même pas le futur de la France. C'est le présent dans certains quartiers de France. Peut-être que la phrase, je ne veux pas faire l'exégèse du propos de Jordan Bardella, j'ai eu son propos. Par contre, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous sommes sur une pente très glissante. Parce que depuis des décennies, nous n'avons rien fait sur ce que moi, je pense qui est un triptyque incontournable, immigration, sécurité, police et après justice. Et on n'a pas de vision globale de ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la pagaille dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qui me perturbe, Paul Melun, et je vais donner la parole dans un instant à Nathan Dever, c'est vous dites, je ne fais pas l'exégèse des propos de Jordan Bardella. Tout le monde fait l'exégèse des propos de Gérard Collomb qui disait côte à côte, face à face. C'est parce que c'est Jordan Bardella qui le dit que... en général de faire l'exégèse des propos de qui que ce soit. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est parce que c'est Jordan Bardella qu'on ne veut pas dire... Non. Mais c'est pas vous. C'est vrai que vous avez raison. Mais de manière générale. De dire que le RN Nathan a raison Dever. quand il a raison, ça c'est vrai. Moi, je vais faire l'exégèse des propos de Jeanne Cancard. En effet, d'abord, la Guillotière. Moins de risques. Vous êtes place Bellecour, vous traversez le Rhône et vous êtes à la Guillotière. Moi, j'y suis déjà allé. En effet, c'est un quartier qui est même pas péricentral, mais central dans la ville de Lyon. Ça, c'est une chose. Il y a une chose qu'a dit Jeanne Cancard qui était extrêmement, je trouve, significative. Elle a dit les gens qui habitent dans ce quartier, ceux qui commettent les incivilités, les violences, etc., c'est des gens qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ça peut arriver. Voilà. Non, elle a dit ça peut arriver. Ça peut arriver, mais Voilà. même. C'est juste. Ça veut dire qu'il y a défaillance de l'État de A à Z. Et là où je suis en désaccord avec ce que vous disiez, c'est que c'est pas seulement une question de justice, de police et de prison. J'ai dit d'immigration. Et même d'immigration. C'est une question de l'État de A à Z, c'est-à-dire de la naissance du citoyen jusqu'au moment où il en vient à commettre des actes de délinquance violente. Il n'est pas né. Et donc, notamment, une grande question majeure, qui est la question en fait de la formation de la citoyenneté, qui est la question de l'école. Et donc, pour répondre très très clairement à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que la Guillotière va s'étendre à l'échelle de toute la France ? Si l'école ne se ressaisit pas, si elle ne devient pas le lieu de formation à égalité de tous les citoyens sur l'intégralité du territoire national, il y a des chances d'imaginer que ce genre de situation ne s'étend. Ça peut s'entendre, sauf et dans d'autres territoires. Les personnes qui sont interpellées, et Paul Melun le disait également, majoritairement, ce sont des étrangers en situation irrégulière. Donc, ce n'est pas forcément l'école. Ça peut s'entendre, Nathan, mais... Le sujet de l'école est important, mais il faudrait traiter aussi le sujet de l'assimilation ou de l'intégration pour des personnes issues d'immigration, effectivement. Moi, il y a une chose qui m'a choqué dans l'affaire de la Guillotière qui a commencé, elle a commencé il y a longtemps, mais là, si elle a un temps fort, c'est parce qu'il y a des policiers qui se sont fait lyncher par une foule. Moi, c'est le concept de foule qui me choque. Et je repense à un fait divers l'année dernière que j'avais commenté, que j'avais envoyé aux adhérents de l'Institut pour la justice, qui était une personne dans le 17e arrondissement qui s'était fait étrangler pour lui voler sa montre. Et les voleurs ultra-violents se sont ensuite partis avec la montre, poursuivis par la police. Et là, il y a un inconnu en voiture qui voit un gars se faire poursuivre par la police. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'embarque, ils partent en cavale tous les deux, et l'inconnu en voiture manque d'écraser un policier avant de relâcher le délinquant. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans une masse disparate. Là, à Guillotière, c'était une foule qui, ensemble, tout le monde s'est mis d'accord pour s'attaquer à la police, pour s'attaquer à l'ordre établi. La police protège qui ? Les honnêtes gens. Donc pour s'attaquer aux honnêtes gens. Et je pense que... à Paris, dans le 17e, dont je vous ai parlé, comme à la Guillotière, à Lyon, que je connais bien, où j'ai habité, il y a un grignotage petit à petit du terrain de notre vie, de la France, par une masse de délinquantes qui devient uniforme. Maxime Thibault, quels sont les mots à la Guillotière ? Et est-ce que la Guillotière, c'est le futur de la France ? Bien sûr, mais la France, elle est déjà gangrénée de guillotières partout. Vous allez à Barbès, c'est la même chose. Vous allez à Chapelle, c'est la même chose. Vous allez dans nos villes, même nos villes moyennes. Vous pouvez parler à tous les maires de France. Des
fois vous invitez Gilles Platrel, le vice-président des Républicains, qui est maire de Chalon-sur-Saône, il vous donnera des exemples dans sa commune. C'est partout, vous avez ces phénomènes-là. Mais pourquoi ? Parce que le pouvoir a horreur du vide. Et le problème, c'est que le pouvoir, il ne s'exprime plus à la Lyoteur, comme il ne s'exprime plus à Barbès, comme il ne s'exprime plus à La Chapelle. Quand le pouvoir n'est pas présent, quand il n'est pas là pour s'exprimer, pour faire appliquer la loi de la République, c'est un autre pouvoir qui se met en place. C'est un pouvoir privé. C'est des pouvoirs de petits groupes qui décident du commerce local. Vous allez par exemple à Barbès. Quand vous n'avez pas un policier, vous achetez vos clopes comme ça à la volée. Vous pouvez acheter n'importe quoi. Vous pouvez acheter des batteries de Véligo volées. Vous pouvez acheter des ordinateurs portables, des téléphones portables. Quand il arrive deux policiers, tout le monde ferme et tout le monde se barre. Par contre, dès qu'ils repartent, eh bien, le commerce reprend. C'est ça le problème de ce pays. C'est qu'en fait, l'État, il est présent que pour nous imposer une fiscalité. On paye dans tous les sens. 50% d'imposition lorsque vous êtes un libéral. Vous faites que ça. La TVA, c'est 20% en moyenne. Par contre, vous ne voyez que très peu l'expression du service public. On ne l'a pas vu pendant la crise sanitaire. On n'avait même pas la capacité de nous fournir des masques. On le voit à peine dans le recrutement des policiers. On a fait les états de la justice. Non, mais on a fait les états généraux de la justice. On nous a encore joué de la mouche au-dessus du Vésuve pour nous parler de tout, de rien, alors qu'en fait, il faudrait recruter 2000 magistrats et ce ne serait pas compliqué. Le problème dans ce pays, c'est qu'on gesticule toute la journée, puis on a un président de la République qui fait les comités de Odule, plutôt qu'à prendre des actes réels. Vous parliez de la police, on va écouter ce dernier témoignage recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, d'une policière qui raconte son quotidien. Elle est obligée de le faire de manière anonyme, pour des raisons de sécurité, et elle explique que son quotidien a changé parce que les délinquants la reconnaissent, que quand elle est en civil, eh bien elle a peur. Elle a peur lorsqu'elle marche dans la rue. Mais vous vous rendez compte dans quelle situation aujourd'hui on est ? Régulièrement, je suis reconnue, que ça soit quand je fais mes courses, quand je vais au restaurant. Enfin, on me fait des réflexions. Donc effectivement, maintenant, on est obligé de faire attention à notre quotidien, quand on sort en famille, quand on sort avec des amis. Et voilà, c'est pas qu'on a peur, mais on est obligé d'être vigilant. Voilà, parce qu'on sait que maintenant la délinquance, encore une fois, n'a plus peur de nous, qu'on soit en service ou qu'on soit hors service. Et régulièrement, il y a effectivement des drames de collègues qui sont reconnus. Encore avant-hier, je crois, dans le sud, à Béziers, si je ne me trompe pas, un collègue, effectivement, qui a été reconnu hors service et qui s'est fait encore cogner. Donc oui, ce quotidien aussi, on a appris à faire avec. Voilà, c'est comme ça. Vous vouliez réagir ? Je réagis. Alors là, c'est des policiers. J'ai envie de dire, on peut comprendre. Non, on peut absolument pas comprendre. Moi, j'ai travaillé à l'Institut pour la justice. On a travaillé avec des pompiers de la Guillotière qui me disent exactement la même chose. Ils me disent, il n'y a pas une intervention, il n'y a pas une journée sans agression. Il n'y a pas une journée. Et on va parler des médecins dans un instant, des agressions qui explosent chez les médecins. Mais c'est à tous les niveaux. Ce qui est terrifiant, en fait, dans notre pays, c'est que tous les piliers sont en train de s'effondrer. Vous avez l'éducation qui s'effondre. Vous avez notre armée, on en a parlé pendant le 14 juillet, qui est fragile. Vous avez notre économie. Vous avez tous les piliers de notre société qui s'effondrent. C'est peut-être un début d'explication pour éclairer votre constat qui est très juste. Je pense que, et c'est d'ailleurs un débat que nous avions eu il y a quelques temps avec Nathan Devers, sur qu'est-ce qui fait justement cette déliquescence de la société contemporaine en Occident et en France. Ma théorie est toute simple. Je pense que l'idéologie qui a été professée contre l'autorité, contre les structures, contre les valeurs, l'idéologie postmoderne, la déconstruction, est en partie à l'origine de cela. Depuis mai 68 et depuis les années 60-70, nous avons expliqué aux gens dans les universités, dans les médias, absolument partout. Vous parlez de l'idéologie, mais on va être factuel et on va essayer de poser les vraies problématiques. Est-ce que vous faites un lien aujourd'hui entre l'insécurité et l'immigration ? Et l'immigration massive, et que dans cette immigration massive, il y a une partie, évidemment, de la délinquance qui se crée. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'entre 2017 et 2021, et vous avez l'immigration légale et illégale, donc on a les chiffres de l'immigration légale. 2017-2021, 1 200 000 titres obtenus par des étrangers non européens, premier titre de séjour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la deuxième ville de France en 4 ans. 1 200 000. Sondage exclusif CSA pour CNews. 71% des Français sont favorables à une diminution, et ce qui est important, c'est le mot considérable des flux migratoires. Considérable, c'était une proposition de la droite, du côté des Républicains, mais également du Rassemblement national ou de Reconquête. Dans le détail, à gauche, on est à 47% et 53% qui répondent non, et à droite, 94% et 6% qui répondent non. On n'est pas sur une réduction à la marge, et c'est ça qui est fascinant. C'est que les Français, aujourd'hui, réclament
une réduction drastique des flux. Paul Melun, comment vous l'expliquez? Parce que ce n'est pas dans les propositions d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est fondamental. C'est parce que ça fait 40 ans qu'il y a cette fameuse hégémonie de la pensée immigrationniste. C'est-à-dire que mondialisation et immigration de masse et construction européenne sont les totems de la société contemporaine en France. Toute personne qui déroge de ces trois règles-là peut être bannie, peut être exclue, peut être ostracisée. Par conséquent, il y a une déconnexion croissante entre les élites politiques de ce pays qui ont conduit cette politique d'immigration de masse non assimilée, non intégrée, et les populations qui, elles, partout en Occident, déplorent cela. Alors, il y a des pays, comme le Danemark, par exemple, où on commence à prendre en compte, effectivement, la souveraineté populaire. Moi qui suis souverainiste, je défends la souveraineté populaire. Et où, effectivement, ces sondages-là ont fini par faire réfléchir les dirigeants politiques, et où les dirigeants politiques ont commencé à prendre des mesures. On a eu des élections présidentielles en mai, Paul Melun. Parce on a eu des élections présidentielles en mai. Donc, pardonnez-moi, je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a un décalage énorme entre ce que veulent les Français et ceux qui est à la tête de l'Élysée. Le pensionnaire de l'Élysée. Nathan Dever. Je ne veux pas rejouer notre débat, mais je pense que si on veut aborder la question de l'insécurité, c'est de là que nous sommes partis, je pense que le phénomène est beaucoup plus global. Ce à quoi nous assistons de manière générale, c'est que tous les territoires de France sont des territoires qui se radicalisent dans leur logique sociologique. C'est-à-dire qu'en gros, les territoires privilégiés sont des territoires qui deviennent de plus en plus privilégiés. Il y a eu depuis 30-40 ans, il y a un mouvement de fond qu'on observe en France, c'est un blocage de l'immobilier. Les quartiers riches deviennent inaccessibles aux gens qui ne sont pas riches de naissance, pas seulement de salaire mais de naissance, et les quartiers non riches deviennent des quartiers où se précarisent de plus en plus des situations déjà précaires. Je pense que la clé de tout cela, je sais qu'on a tous les deux des objections très profondes contre la sociologie. Oui, la sociologie, mais il y a les chiffres aussi, Nathan, pardonnez-moi. J'entends, mais la clé aussi, c'est quand vous avez 1 200 000 personnes à qui on offre un titre de séjour, et je parle de l'immigration légale, sans compter l'immigration illégale. Qu'en 4 ans, vous avez donc la deuxième ville de France qui arrive sur notre territoire, est-ce que vous trouvez que c'est une immigration contrôlée? Je vous réponds Est-ce que vous trouvez que c'est un problème sociologique? Dans les années 60, je veux bien qu'on fasse de la sociologie pendant 40 minutes. Dans les années 60, vous aviez des villes où l'immigration était regroupée. Vous aviez Sarcelles, c'était déjà une ville d'immigration dans les années à partir de 63. Donc si vous voulez, il n'y avait pas une insécurité telle dans les villes, même les villes d'immigration, dans les années 60. Non mais regardez l'immigration à Sarcelles. Donc vous dites, non mais ne passons la vie. Oui, mais la science infuse. Essayons de faire plus court. Vous, la clé pour vous, c'est la sociologie. Est-ce que c'est un problème sociologique, Maxime Thiebaud? Bien sûr. Enfin, il y a un moment, il faut qu'on arrête de voir l'État comme quelque chose de désincarné. L'État, c'est ce qui permet à une nation de vivre. Est-ce qu'on fait nation aujourd'hui ou pas? Quand on accueille une immigration qui ne correspond pas du tout à notre culture, une immigration qui, par exemple, considère que la dignité de la personne humaine passe par le fait de ne pas considérer la femme comme un être humain et de la considérer comme inférieure à l'homme. Eh bien non, on ne peut pas accueillir des gens comme ça. Le problème, c'est qu'on a considéré, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Paul à l'instant, on a considéré qu'aujourd'hui on était dans une ère post-nationale, post-communauté, où finalement tous les humains, de par le monde, de par des idées un peu béates, universalistes, peuvent aller dans n'importe quel monde, parce qu'après tout, l'humain, c'est un objet de consommation qui peut se promener partout. Et là, on se prend le mur du réel. Et nous, on se le prend très violemment, parce que depuis 30 ans, on a laissé faire, on a ouvert les frontières, on n'a pas assimilé ces populations, parce que l'assimilation, ça fait facho, en fait. C'est ça, au fond. C'est qu'on s'est dit, si on assimile des gens à notre culture, c'est qu'on veut les désincarner, les déraciner de leur propre culture, et donc c'est facho. Et en fait, on n'a pas fait ce travail nécessaire d'intégration, et aujourd'hui, on paye très cher ce travail qui n'a pas été fait, parce que les générations, elles ont grandi, les gens, ils ont vieilli, les gens, ils ont eu des modèles conceptuels qui sont différents des nôtres, et aujourd'hui, ils s'accaparent des territoires où ils imposent leur culture, où ils imposent leur commerce, et puis la France, ils s'en fichent parce qu'ils ne se sentent pas du tout français. La publicité. On revient dans un instant, je le disais, on va parler de ces médecins et qui sont agressés, les agressions qui explosent tous les jours. En France, en 2021, vous aviez 3 médecins sur notre territoire, tous les jours, qui étaient agressés. Et je parle des agressions recensées. Vous en avez d'autres qui, évidemment, ne portent pas plainte. La pub. Il est 20h30, la deuxième mi-temps de l'heure des pros avec Nathan Dever, avec Maxime Thiebaud, Paul Melun et Pierre-Marie Sèvres. À 21h, la demi-finale de l'Euro féminin. France-Allemagne. Nathan Dever avait dit 18-0. Si la France l'emporte 18-0, je fais l'émission avec la cravate sur la tête. Je pense que je ne terminerai pas l'été à ce poste-là, bien évidemment. Le grand patron va me dire, Nathan, vous êtes bien gentil, mais une émission sur la tête. Mais ça n'arrivera
Jamais. Et si je perds, il faut que j'ai un gage. Bah, Donc c'est moi qui le fais. Cravate sur la tête. Essayez. Non, si vous perdez, si vous perdez, essayez d'avoir les pieds sur terre pour la deuxième mi-temps de la prochaine émission. Alors, non, je suis dur. parfait. C'est pas vrai, je plaisante. Le point sur l'information, il est 20h30 et ensuite on va parler des agressions de médecins. Nouveau coup dur pour Camaïeu. En cessation de paiement, le géant du prêt-à-porter demande son placement, redressement judiciaire. La direction évoque des difficultés de l'entreprise. En cause, un arrêt de la Cour de cassation refusant aux commerçants la baisse des loyers de la période Covid. Le tribunal de commerce de Lille rendra sa décision lundi prochain à 15h. Les ports ukrainiens fonctionnent à nouveau. Les 3 sites désignés pour les exportations de céréales ont repris le travail aujourd'hui. La sortie et l'entrée des navires dans les ports maritimes se feront par la formation d'un convoi. Kiev et Moscou se sont mis d'accord sur la livraison à l'étranger des quelques 25 millions de tonnes. Tour de France Femmes, Marlène Réusseur a remporté en solitaire la 4e étape à Bar-sur-Aube. La Suissesse est la spécialiste du contre-la-montre. Vice-championne olympique à Tokyo, elle a profité d'un moment de flottement à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Seul l'outsider Mavia Garcia a perdu gros. Sa voiture de course a touché sa roue arrière, la faisant chuter. Je donne le programme aux téléspectateurs de cette deuxième mi-temps de l'heure des Pro 2 qui, franchement, est très riche. Pourquoi ? On va parler de l'agression des médecins et des agressions qui explosent. Je ne sais pas si vous avez vu l'appel d'Aurore Berger, la présidente du groupe LREM, qui appelle à la loyauté de tous les partis présidentiels, des 3 partis, loyauté. Donc, parce que vous savez que le parti d'Édouard Philippe a déjà voté contre une mesure du gouvernement. Donc, ça tangue du côté de la majorité. Un commando à la place du conseil scientifique. Vous avez vu ça ? Un commando, oui, ils veulent mettre un commando, un nouveau commando scientifique à la place du... la 7e compagnie. C'était la blague que je devais faire. Viktor Orban, les propos scandaleux de Viktor Orban. Et puis on terminera, si on a un peu de temps, vu qu'on a commencé par les photos dans Vogue de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron en Afrique, en Guinée, qui parle de la Russie extrêmement agressif et qui dit la Russie a entamé une nouvelle guerre mondiale hybride, une nouvelle forme de guerre mondiale. Il emploie le terme guerre mondiale hybride. C'est quand même assez étonnant de sa part. D'abord, l'agression des médecins. Les violences contre le corps médical se multiplient ces dernières années. En 2021, et je l'ai dit juste avant la publicité, tous les jours, vous avez 3 médecins qui sont victimes d'agressions. Thomas Chama nous explique tout et on entendra Jérôme Marty qui a témoigné au micro de CNews. Insultes, coups, violences. Les médecins sont de plus en plus victimes d'agressions sur leur lieu de travail. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés cette année, soit près de 6% de plus que l'an passé. Cette médecin francilienne en a fait les frais. Il se lève devant moi, assez près de moi, et il mesurait plus que moi. Enfin, il devait faire dans les 1m80, 85. Et il s'est penché vers moi en me disant « Mais soyez raisonnable ». Il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé, j'ai soufflé et je me suis dit « Mais peut-être que je ne suis pas passé loin d'un problème plus compliqué ». Un cas loin d'être isolé, selon la présidente de la commission Vigilance, Violence et Sécurité des médecins dans le Nord. Dans les cabinets médicaux, qu'est-ce qui se passe ? Les patients parfois exigent un arrêt de travail, exigent un médicament, exige être pris à l'heure. Le médecin ne peut pas avoir de temps de retard. Alors tout de suite, d'un seul coup, quand il se passe quelque chose, un petit accroc comme ça dans la consultation par rapport à une exigence particulière, à un refus du médecin, quelques patients montent dans les tours. Pour quelles raisons, je ne sais pas vous dire, mais ça c'est nouveau et ça n'existait pas encore il y a une dizaine d'années. Des agressions trop peu signalées à la police selon l'ordre des médecins, qui s'engage à se porter partie civile dans chaque procès. Écoutons très rapidement Jérôme Marty, donc c'était tout à l'heure chez Patrice Boisfer, qui témoigne de ces augmentations d'agressions chez les médecins. Ça fait 19 ans que l'Observatoire existe, ça fait 19 ans globalement que ces chiffres montent, ils n'ont baissé qu'en 2020 avec le début de la Covid et le confinement. Et puis là, ils réaccélèrent. Alors c'est le signe, c'est un fort marqueur d'une société qui va mal, c'est évident. Quand on agresse des blouses blanches, et permettez-moi de ne pas parler que des médecins, mais de penser aux aides-soignantes, de penser aux infirmières, de penser à tout ce qui fait le soin, aux kinés, aux pharmaciens, etc. Quand on agresse des gens qui ont fait vocation de ce métier, qui est en quelque sorte le don de soi, et qui vont soigner
l'ami comme l'ennemi, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les idées politiques, c'est qu'on a perdu tous ses repères. C'est que c'est le signe véritablement d'une société qui va mal. Ah oui. C'est fascinant ce qu'il dit. Bien sûr. On a perdu tous nos repères. La conclusion est très juste. Voilà, c'est ça. Il a tout dit en fait. Bien sûr. Il a tout dit. Elliot, la jonction avec la discussion que nous avions juste avant de partir en publicité sur la société sans repères, sur la société du vide idéologique, sur la société nihiliste, sur la société postmoderne, post-nationale. Et effectivement, bien, les médecins, mais comme les pompiers, comme les policiers, subissent les conséquences, eux, pour le coup, très concrètes de ce qu'on est en train de dire là, et c'est désolant. Et puisqu'il a tout dit, je pense qu'on a tout dit. Maxime Thiebaud, rapidement, mais on va éviter de rapidement, faire un tour de table complet sur ce dossier. C'est la vraie question aussi de l'humanité, c'est-à-dire c'est quand même paradoxal. Le médecin, c'est un soignant. Normalement, il nous veut du bien. Ouais. Agresser quelqu'un qui nous veut du bien, ça semble complètement paradoxal. Mais en même temps, on a détruit tous les repères, on va pas revenir dessus, et on a transformé le médecin et la médecine en un objet de consommation. On peut consommer. On voit là cette logique aussi de rapidité. Il faut que je vois mon médecin rapidement pour avoir un médicament, pour avoir etc. Et on a rompu ce lien de confiance. Au lieu aussi de créer une vraie médecine humaine en France, on a créé une médecine de consommation dans un pays où l'humain est devenu un objet de consommation dépourvu de repères. Donc cette conjonction des deux fait explosif. Et moi, ça m'étonne pas du tout ce chiffre, mais ça m'alerte beaucoup quand même. Et idem d'ailleurs pour les pompiers, un sujet que je connais bien. Il y a un rapport du Sénat de 2017-2018 qui avait établi les chiffres qui sont absolument affolants. Et les pompiers, c'est exactement la même logique. Des gens qui s'engagent pour sauver les autres. Pour la vie des autres. Rappelez-vous des images du 14 juillet. Le ovationné sur l'avenue des Champs-Élysées, on était ensemble, Maxime, et le soir même, la nuit, ils ont passé une nuit en enfer dans la région parisienne. Le nombre d'agressions de pompiers entre 2008 et 2017, c'est plus 215%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où ça baisse. Le mot de la fin avec Nathan. Non, mais c'est le symptôme d'une crise d'autorité. Quand on va chez le médecin, on ne sait pas. C'est le médecin qui sait. Alors, agresser le médecin, c'est souvent, ça part aussi d'un refus de l'autorité en général. Et l'autorité, en l'occurrence ici, scientifique. Et s'il fallait être tout à fait complet, il faudrait juste dire une chose, c'est qu'en France, en moyenne, un médecin coupe la parole à son patient toutes les 20 secondes. Ça veut dire que vous avez un problème d'autorité. J'essaie de le faire toutes les minutes, moi. Non, mais vraiment, vous avez un problème d'autorité dans les deux sens. Vous avez d'un côté, parfois, l'abus d'autorité du côté de celui qui en est dépositaire, et de l'autre, le bafouement de l'autorité de celui qui en est le sujet. Et ça, quand vous avez dit ça, vous avez décrit la maladie française. C'est si dur de ne pas le faire toutes les 20 secondes. Avançons. Samedi 31 juillet, le conseil scientifique, et je sais que ça vous plaît, Nathan Devers, n'existera plus. Mais patatras. Ah bah non, ne dites pas. Pourquoi ? Parce qu'il va être remplacé par un comité dit équipe commando. C'est très sérieux. Qui sera indépendant. Ça c'est bien. Transparent, c'est pas mal, dans ses avis, et extrêmement réactif. Voilà le projet. Voilà. Qui viennent pouvoir me vacciner, me confiner. Alors, me on va bloquer, écouter François Braun. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un urgentiste, il a l'expérience, il faut respecter François Braun. Et surtout, fiable. Non, mais là, pour le coup, je suis très sérieux. Et François Braun, qui a réagi sur notre antenne, je rappelle que l'ancien ministre de la Santé, pendant 2 ans de crise sanitaire, refusait de répondre à nos questions ou de venir sur le plateau. François Braun. Vu les risques que nous avons dans notre monde actuel sur l'émergence éventuellement d'autres virus, en tout cas les risques sanitaires, je vais mettre en place un conseil scientifique à peu près équivalent, mais quelque chose qui va être indépendant, transparent dans ses avis et qui va pouvoir être extrêmement réactif. Un peu une petite équipe commando de scientifiques de très haut niveau qui, dès qu'il va y avoir un risque identifié, vont pouvoir saisir leurs collègues scientifiques autour et nous apporter au gouvernement des informations très précises. Puisqu'il sera indépendant, transparent dans ses avis, extrêmement réactif, il va peut-être prendre des décisions politiques. C'est-à-dire que si ce comité commando vous dit demain on est confiné, ben là, je peux vous dire, ça y est, c'est rideau. Alors vous voyez ça, c'est la preuve qu'on avait raison. Ceux qui s'opposaient au mouvement sanitaire. Hier, j'ai des amis qui m'ont dit « Mais tu avais tort, regarde, les mesures sanitaires ont disparu. » Tu avais tort, puisque tu disais qu'elles allaient se pérenniser. Vous voyez qu'elles se pérennisent. Vous avez un ministre aujourd'hui qui est en train de dire que des médecins vont être des commandos. Ça n'aurait été... Mais revenez en 2019, on rembobine. En 2019, un ministre républicain qui aurait dit ça, il aurait été banni du champ républicain. Les médecins, c'est dans les laboratoires et à l'université, et les commandos, c'est les militaires. Les médecins ne sont pas des commandos, ils n'ont rien à faire dans les commandos, et ils n'ont pas à être réactifs, entre guillemets. On n'attend pas ça d'eux, et qu'ils restent dans leur laboratoire et qu'ils ne viennent pas empiéter sur les libertés publiques. Mais ils peuvent vous écuyer. Mais dans leur laboratoire, pas en tant que commando. Bon, pas le pouvoir exécutif. Vous préférez quoi, le commando ou la 7e compagnie, Maxime Thiebaud ? Je pense qu'on est sorti de la 7e compagnie. Alors si le commando
s'est tiré au sniper, on va être vacciné. Hein. Ça va être assez terrible. Mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Et en fait, la seule sauvegarde aujourd'hui de mesures sanitaires terribles, c'est une élection de l'Assemblée législative, de l'Assemblée nationale, pardon, qui a permis de faire entrer des oppositions qui étaient attachées au réel et au respect de nos libertés fondamentales. Parce que sinon, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron, il nous aurait rentré directement dans une 4e vaccination avec un pass vaccinal à partir de septembre. Vous savez qu'on va y venir, la 4e dose, la Maxime Thibault. Je veux bien lancer le pari. Autant 18-0, ça n'arrivera jamais. Autant en septembre, je peux vous assurer, allez, peut-être octobre, la 4e dose, vous allez l'avoir. Sauvé d'une vaccination obligatoire grâce au groupe RN et un petit peu la NUP. Peut-être qu'on en sera sauvé. Quoique, quand on voit le peu de respect qu'a le gouvernement pour les votes acquis à l'Assemblée nationale et des deuxièmes lectures à 3 heures du matin pour faire passer la hausse sur la retraite, pour la faire supprimer, moi je m'inquiète un petit peu aussi du respect de la démocratie de notre gouvernement. Le commando, mon commandant. Je trouve hilarante cette expression et je la trouve par contre très représentative, si vous voulez, de la doctrine qui est celle d'Emmanuel Macron et des macronistes depuis un peu plus de 5 ans. Hein, c'est-à-dire le mépris de la souveraineté populaire, le mépris de la démocratie sanitaire pendant cette crise et le fait qu'effectivement on va mettre en place un espèce de comité duquel descendront les informations, vous savez, quelque chose d'extrêmement pyramidal, au mépris des corps intermédiaires, au mépris des associations, au mépris des partis politiques. Alors comme le rappelait Maxime, ça va être un peu plus difficile parce qu'effectivement l'Assemblée nationale, elle est plus composite qu'elle ne l'était pendant le premier quinquennat, mais je suis, si vous voulez, frappé vraiment de voir que ce sont les libéraux, les Justin Trudeau, les Emmanuel Macron dans le monde entier, qui sont les plus illibéraux sur ce sujet des libertés fondamentales et du pass sanitaire. Et je trouve ça vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les partis dits extrémistes, le Rassemblement national ou la NUP, qui viennent, pour certains d'entre eux, protéger les libertés fondamentales des Français. Et ce sont les libéraux, les modérés, les bien-pensants, l'élite intellectuelle française et internationale, qui va nous filer des QR codes dans tous les coins, des doses et des doses et des doses, etc. Je trouve cette époque absolument formidable. Bon, il y a plein de réactions sur ultra-libéraux avec leurs copains de Uber, etc. Ça, on est bien d'accord. Pour libéraliser les grandes sociétés, les GAFAM, etc. Oui. Par contre, ils sont très techno avec les Français et les petites entreprises. C'est le libéralisme pour financiariser le monde, pour faire passer absolument tout le monde à travers les frontières, mais pour les libertés on avance. Il n'y a plus personne. Tout à fait. On accélère et on va parler d'Aurore Berger. Là, par exemple, on a des téléspectateurs qui vous regardent tous les jours, et notamment un certain Jean qui est dans le sud-est de la France, qui dit le conseil scientifique qui sert à rien. Voilà, il faut le dissoudre. Il faut le dissoudre. À rien, malheureusement. Il sert à faire beaucoup de choses. Dites-lui à Jean. S'il servait à rien, ce serait bien. Il a servi à faire beaucoup de choses pendant 2 ans. Mais peut-être que le conseil commando, je ne sais pas comment, le conseil commando servira mieux vos intérêts. Vous serez plus attentif au conseil commando. Bon, allez, on arrête. On avance. Aurore Berger, la présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Aurore Berger lance un appel aux 3 groupes qui forment la majorité relative. Rappelons que c'est une majorité relative. Un appel à la loyauté. C'est un message qui est directement adressé aux députés d'Horizon, parti d'Édouard Philippe. Alors, est-ce que ça vous perturbe que cette Aurore Berger, elle lance cet appel-là à la loyauté, c'est-à-dire qu'il y a un problème de loyauté du côté de la majorité? Elle est dans son rôle, mais si vous voulez, on se croit. Vous voulez que je vous rappelle le CV d'Aurore Berger qui était à l'UMP, qui a soutenu Emmanuel Macron, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon, Alain Juppé, et ensuite qui est allé à la République En Marche. Si on fait ce petit jeu-là avec la plupart des macronistes, ça va être compliqué, parce qu'ils ont tous quand même retourné leur veste 5 ou 6 fois chacun. Elle doit être toute froissée, comme dit la chanson. Oui. Donc ça commence quand même à être très compliqué. Donc je ne veux pas lui faire de procès d'intention à cette dame, à Madame Berger. Par contre, effectivement, on se croirait revenu en pleine 4e République. Bientôt, peut-être va-t-on avoir la valse des ministères. Mais effectivement, l'Assemblée nationale reprend un pouvoir qui est tout à fait central. Et je pense que les groupes ou les sous-groupes qui forment la majorité présidentielle se sentent pousser des ailes parce qu'ils comprennent maintenant le rôle qu'ils peuvent occuper dans cette auguste Assemblée qu'ils n'avaient pas probablement il y a quelques mois. Donc je serai le président de la République, je serai très inquiet sur la solidité de ma majorité. Et donc là, ça sonne un peu le cri de la dernière chance quand même. Ah, c'est déjà le cri de la dernière chose. Moi, on avait misé une pièce sur la dissolution, en tous les cas la division au sein de la NUPES. Ça sera finalement du côté de la majorité relative, Nathan Devers? Vous connaissez la phrase de Gainsbourg. J'ai retourné ma veste parce qu'elle était doublée en vison. C'est exactement la doctrine du macronisme. Il y a un truc qui est extraordinaire. Emmanuel Macron est peut-être de toute la Ve République le traître qui a le plus réussi. Il a trahi François Hollande. Non, le traître, c'est pas une insulte. Il a trahi factuellement François Hollande. Quand vous voyez, quand Nicolas Sarkozy a trahi Chirac, il a payé vraiment très cher, il a eu des traversées du désert, etc. Et quand Pompidou a trahi De Gaulle, c'est pareil, c'était facile. C'était plus ou moins facile d'ailleurs. Mais quand Macron a trahi François Hollande, pour lui, ça a été très facile. Et vous remarquez une chose,
Emmanuel Macron, précisément parce qu'il a été un Brutus d'excellence, il arrive dans son gouvernement à s'entourer de gens qui sont au doigt et à l'œil avec lui, qui l'écoutent au doigt et à l'œil, parce qu'il sait les sentir, il sait les remarquer, les gens qui ne sont pas particulièrement fiables. Et ce qui est très intéressant et qu'avait prédit Houellebecq dans Anéantir, c'est que Macron va faire très attention pendant les années qui viennent à son héritage. Il va casser et bloquer son héritage. Édouard Philippe a été beaucoup plus fidèle envers Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron n'a été fidèle envers son président quand il était ministre. Et pourtant, Emmanuel Macron perçoit toute micro-déviation d'Édouard Philippe comme une grande trahison. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Emmanuel Macron, justement, et il nous reste 5 minutes. Le président de la République qui poursuit son voyage en Afrique. Après le Cameroun, il est actuellement au Bénin. Et je vous le disais, vu qu'on a commencé par Volodymyr Zelensky au début, on termine par les propos d'Emmanuel Macron sur la Russie. Donc il est en Afrique, il parle de la Russie et du contexte de guerre actuel. Écoutez bien ce qu'il dit. Franchement, très honnêtement, j'ai été assez surpris, assez étonné de la virulence de ses propos. Il parle de guerre mondiale hybride et il dit que la Russie est le dernier empire colonial. Écoutez. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Maxime Thibault. Mais il a... Pour le coup, c'est cru et il le dit. Il l'assume. Pour le coup, c'est cru, c'est très vrai. Mais c'est très vrai, il faut quand même pas oublier qu'on est dans une guerre mondiale d'un point de vue économique qui s'exprime aussi territorialement. Mais la Chine aussi, d'une certaine manière, dans son influence à l'international, elle a une attaque très hybride. Quand vous voyez son développement en Afrique, c'est quand même très puissant. Vous voyez la Russie, nous on le paye très cher aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut regarder quand même dans cette guerre mondiale hybride intentée par la Russie, c'est que la guerre énergétique, c'est nous qui allons la perdre. C'est nous qui, aujourd'hui, étions en train de réfléchir à l'idée de donner du gaz aux Allemands et de peut-être penser à des zones de délestage en France parce qu'on a été incapable d'être indépendant sur le plan énergétique. Vous savez ce qu'a envisagé, j'ai failli commencer par ça, envisager la ministre des Sports. Elle pensait arrêter tous les événements sportifs nocturnes pour faire des économies d'électricité. C'est-à-dire que tous les matchs de rugby, de football, à partir de 21h à l'automne prochain, terminé. C'est sûr que ça aurait changé grand-chose. Non, mais parce que vous parlez... Bah non, mais vous parlez d'un échec en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'on a fait une guerre économique à la Russie. 5 mois plus tard, tout ça pourquoi? Tout ça pour qu'on se retrouve à faire des économies d'énergie. J'ai l'impression qu'on est en train de la perdre, cette guerre économique. Ça acterait qu'on est un pays pauvre. Si on ne peut plus jouer de faire de sport le soir, oui, non, ça mais acte qu'on est un pays pauvre. Effectivement, voilà. Énergétiquement, on est un pays pauvre, c'est une évidence. Allez-y, Nathan Devers. Écoutez, je trouve que sur ce point, Macron a tout à fait raison. Un signe parmi mille, un symptôme de la présence des Russes en Afrique. Vous voyez, quand vous voyez dans certains pays où la France s'est retirée et où les Russes, de manière extrêmement cynique, extrêmement barbare d'ailleurs, utilisent une politique coloniale, vraiment avec les commandos Wagner, etc., tout ça est précis. J'ajouterai juste une chose, c'est le constat que proposait BHL dans l'Empire et les Cinq Croix. C'est de dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est un peu plus que ça, c'est que l'impérialisme américain, l'Empire américain se retire, et que où va la mer quand elle se retire? Il y a 5 royaumes, pas que la Russie. Vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez d'autres, le Qatar et d'autres, et la Chine, qui... essaye de remplacer l'empire américain qui s'est retiré. Donc vous avez un empire russe, incontestablement, mais vous aurez demain en effet un empire chinois qui va vouloir prendre Taïwan, ils l'ont dit très clairement, et vous en aurez d'autres encore. Au-delà de ça, Emmanuel Macron, qui a toujours essayé de jouer cette carte de la modération, d'être le modérateur entre l'Occident et la Russie, avec de tels propos, est-ce que voilà, le divorce est acté et le contact est terminé avec le Kremlin? Là, vous touchez du doigt le fond de ce qu'on doit retenir de cette intervention. C'est-à-dire qu'effectivement, l'analyse géopolitique, géostratégique du président de la République est en partie vraie. L'impérialisme, colonialisme de la Russie en Afrique est un fait avéré, effectivement. On l'a vu avec Wagner, on le voit ceci dit avec les Chinois aussi, avec Huawei, avec la téléphonie mobile, dans la Corne de l'Afrique, etc., etc. Tout ça est très juste.
Ce que je questionne, c'est plutôt en termes de pertinence diplomatique, la pertinence diplomatique de tenir ce genre de propos dans un contexte éminemment explosif. Vous savez, il y avait eu le président Biden qui avait dit que c'était un boucher, en parlant de M. Poutine. Vous vous rappelez de cette déclaration, ou qu'il était l'auteur de crimes contre l'humanité, je crois. Eh bien, ce type de déclarations-là ne sont pas de nature à permettre de faire de la diplomatie. Je crois qu'on ferait mieux de se référer à des maîtres comme Hubert Védrine, comme Dominique de Villepin, qui ont une vision plus gaulienne des relations internationales et qui, je dirais, favorisent le Macron du début de cette crise que j'ai plutôt salué. C'est-à-dire celui qui garde la relation diplomatique avec le président Poutine, même s'il condamne d'évidence mais je crois qu'il y a un l'Ukraine. mois, d'ailleurs, c'était Sergei Lavrov qui avait dit l'Occident mène une guerre mondiale et hybride contre la Russie. Il faudrait qu'on retrouve cette séquence-là. Et finalement, ça s'inverse aujourd'hui. Mais Lavrov a eu des discours extrêmement belliqueux. Violents, et bien sûr. Et donc il ne faut pas forcément s'aligner sur cette bellicosité. Mais que Emmanuel Macron entre dans ce couloir-là peut surprendre. Voilà, je suis d'accord avec Paul Melun. Normal. Ouais. C'est la communication de guerre, chacun fait sa communication. 30 secondes, Maxime Thibault. Vous avez assez réagi, Nathan. Maxime Thibault. Non, le problème, c'est de fermer la voie diplomatique qui est problématique. Voilà. Mais on est convaincu qu'on perdra face à la Russie s'il y a des soldats russes à Paris. C'est un peu dans l'imaginaire collectif ce que les Français pouvaient penser. On se rend peut-être compte aussi qu'on est un pays qui, ayant dilapidé son indépendance, sa souveraineté sur tous les plans depuis 20 ans, est incapable de gagner une guerre mondiale qui est hybride. Moi, la vraie inquiétude que j'ai, c'est le fait qu'on puisse perdre, c'est-à-dire qu'on devienne complètement dépendant des Russes et des intérêts chinois sur tout un tas de milieux et qu'on soit incapable et surtout si l'Union européenne n'a pas les mesures, si vous voulez, de mettre en place une stratégie militaire, politique, diplomatique et que Mme von der Leyen confie notre sécurité à l'OTAN. C'est terminé. C'est quand même problématique. Écoutez, cette émission a été passionnante et je vous remercie tous les quatre parce qu'on a traité énormément de sujets. Je remercie Jean-Luc Lombard à la réalisation, Pascal Choup à la vision, au son Guillaume, Valérie Aknin, Loubna Daoudi, Robin Pietre et Corentin Brio à la préparation de l'émission. À 21h, France-Allemagne, demi-finale de l'Euro. Les Françaises, elles doivent l'emporter. Elles vont l'emporter. J'ai dit 1-0. 1-0, plat du pied, sécurité. Alors Jean qui nous regarde, lui, il dit que c'est l'Allemagne qui va gagner. N'importe quoi, j'arrête de le citer. S'il pense que c'est l'Allemagne qui va gagner. On est chauvin ici. On est patriote.